Merci. La parole est à Monsieur Jean-Christophe Fromentin pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, écoutez, ce débat, on recommence, a le mérite de nous permettre d'approfondir nos échanges sur ce sujet compliqué, délicat, et d'essayer d'explorer finalement un peu le champ des possibles ou des solutions alternatives. Donc moi, je ne réitérerai pas forcément les mêmes termes, les mêmes discours que lors du précédent débat. Je voudrais simplement essayer de bien comprendre quelles peuvent être les logiques. Il y a deux logiques qui me paraissent s'opposer dans la manière d'aborder ce sujet. C'est soit la logique de territoire, soit la réelle responsabilité de l'État. Et je n'arrive pas à voir, en fin de compte, si ce texte a la volonté de rentrer dans une logique de territoire, comme il pourrait le faire, dans la mesure où le sujet du logement est un sujet éminemment territorial, ou alors si ce texte finalement est du ressort de la responsabilité de l'État quand un texte de loi nous impose un objectif de 25%, quel que soit le territoire. Si je me pose la question, bien entendu, ce n'est pas pour le plaisir du débat, c'est que je suis confronté à cette réalité, à cette situation qui est de reconnaître l'utilité de faire du logement social, de voir que dans la population de ma ville, il y a des centaines, des milliers de demandes, près de 2000 dossiers, mais pour autant, en étant de bonne foi sur un sujet comme celui-là, je suis, vous le savez, dans l'impossibilité objective d'avancer et je suis tributaire d'une dynamique de marché sur laquelle je ne peux pas rentrer et dans lesquelles l'État ne peut pas rentrer non plus puisque 2 opérations sur 3 qu'on envisage de préempter avec le préfet ne suivent pas parce que l'État, en premier, dit on ne peut pas suivre eu égard aux évaluations et aux prix qui sont pratiqués sur la ville. C'est la situation dans ma ville, c'est la situation dans d'autres villes en secteur dense. C'est pour ça que je crois que cette réalité a besoin d'être rappelée. Alors quel pourrait être le texte, un texte qui rentre dans une logique de territoire ? Et je crois que c'est intéressant de le rappeler parce qu'on a eu ce matin, vous y étiez ici dans ces murs, le débat, une réunion sur le Grand Paris et sur la problématique de logement du Grand Paris. Et on voyait bien au travers des échanges, à la fois dans la proposition de la ville de Paris, du maire de Paris, de créer un pôle métropolitain, dans la proposition du président de région aussi de reterritorialiser au niveau régional par une autorité d'organisation du logement cette problématique de logement, on voit bien que la reprise de cette problématique à l'échelle de grands territoires est une problématique qui a du sens, c'est une problématique qui mérite d'être débattue et c'est dans ce sens que ce matin, dans la réunion de Paris Métropole, à la fois la région, à la fois les communes avançaient en demandant à ce que finalement on regarde comment mieux opérer la situation de logement à une échelle plus vaste. Et à quelques semaines ou quelques mois d'un acte 3 de la décentralisation, je me mettais à imaginer finalement quel pourrait ou quel aurait pu être l'avantage d'attendre cet acte 3 de la décentralisation, voire d'intégrer cette problématique du logement au cœur de ce projet de décentralisation, ce qui nous permettrait à la fois de coordonner la politique de logement avec les politiques économiques, avec les politiques sociales, voire avec les politiques d'aménagement du territoire. On voit, là encore, sur la situation de notre région, combien finalement un réseau de transport peut avoir un impact structurant sur une nouvelle politique de logement. Une réalité territoriale, une inclusion du sujet du logement dans une réforme territoriale permettrait aussi, sans doute, de mieux adapter les ouvertures dans ce domaine, le potentiel, la construction, le rythme, les seuils à des réalités démographiques, à des réalités territoriales, à des réalités sociologiques, à des réalités géographiques. Et donc, je trouve qu'il aurait été intéressant, dans une logique de territoire, d'intégrer cette problématique après ou à l'intérieur d'une réforme territoriale parce qu'elle fait corps avec des problématiques économiques, avec des problématiques sociales, avec des problématiques d'aménagement du territoire, avec des problématiques également financières.
Vous le voyez ce matin, tout le monde n'avait à la bouche que le SDRIF, le SCOT, le CDT, le pôle métropolitain, l'autorité d'organisation du logement. On voyait bien, au travers de ces échanges, que le sujet dépasse l'échelle des communes. Et vous le savez, c'est la raison pour laquelle plusieurs amendements que j'avais proposés lors du précédent texte et que je réitérerai dans le cadre des débats que nous aurons, portent sur le bassin de vie, sur cette réflexion, cette souplesse que mériterait d'avoir le texte pour pouvoir raisonner sur des échelles qui rendent le logement, les objectifs davantage réalistes et réalisables. Le deuxième élément, la deuxième logique, si on n'a pas cette logique de territoire que j'évoquais, qui est malheureusement pas consubstantielle de ce texte et de ses propositions, serait à ce moment-là de renvoyer l'État à sa responsabilité, en disant puisque l'État est opérateur sur le logement, a cette responsabilité, et je vous rappelle que c'est d'abord une responsabilité de l'État et pas la responsabilité des communes. Je m'interroge pourquoi finalement, à l'instar de ce que mon collègue Mazières vient d'évoquer, pourquoi une telle pression sur les communes? Et ça ressemble un peu à un renvoi, un transfert de responsabilité en disant finalement nous l'État, nous ne sommes pas en mesure ni d'avoir une logique de territoire, ni d'assumer notre responsabilité en matière de logement. Donc on vous laisse vous débrouiller avec le sujet, avec le problème, avec les objectifs et faites comme vous pouvez. On vous surveille, on vous observe, on vous pénalise si vous n'y arrivez pas ou si vous n'êtes pas dans le rythme triennal entre aujourd'hui et l'échéance des 25% en 2025. Et ça, je trouve que c'est à la fois déresponsabilisant pour les communes dans la mesure où elles ne sont pas dans cette logique de territoire que j'évoquais tout à l'heure. C'est une manière aussi pour l'État de se déresponsabiliser par rapport à ce sujet du logement en renvoyant le sujet sur les villes et en les laissant se débrouiller. Voilà, au risque finalement d'être en décalage complet avec la dynamique qu'on pourrait impulser s'il y avait davantage un sujet et un projet de partenariat que cette toise à 25%, qui peut avoir du sens dans certains territoires, qui n'en a probablement pas dans des territoires ruraux, par exemple, ou dans des villes moyennes, qui est extrêmement difficile à mettre en œuvre dans des zones denses, et sur lequel, là aussi, vous apportez des moyens différents. Vous voyez, l'apport de l'État au travers de terrains profondément dévalués en termes de valeur rend inéquitables les moyens qui sont mis à disposition des communes pour assurer cet objectif. Les communes dans lesquelles la situation est la plus tendue ne sont pas les communes qui vont bénéficier de cette ressource supplémentaire qui rendrait cet objectif réalisable. Voilà, une troisième ou une autre logique aurait pu être celle que les économistes appellent celle des effets de levier. Vous voyez, moi je pense qu'une logique qui partirait de l'acquis, c'est-à-dire qui partirait du parc HLM, 4,5 millions de logements, 30 milliards de fonds propres, une logique qui serait une logique de gestion dynamique de ce parc HLM, serait de nature aussi, pourquoi pas, à offrir finalement un potentiel de développement sans pour autant atteindre aux finances publiques et avoir ce risque d'acheter du foncier coûte que coûte sans optimiser le parc et l'effet de levier qui pourrait être tiré également de vente et d'un mouvement dynamique autour du parc HLM n'est malheureusement pas dans le projet et je pense qu'on aurait tous gagné à avoir cette gestion dynamique du parc HLM et à territorialiser dans le cadre de partenariats entre nos communes et les organismes départementaux d'HLM un projet, un programme et des perspectives de construction qui là aussi, comme l'a dit François de Mazières, serait de nature à encourager sérieusement le secteur du BTP qui en a bien besoin. Voilà, donc la contribution et les regrets sur ce texte, les amendements que présentera le groupe EDI seront à la fois des amendements pour travailler sur la modulation du texte, pour que justement cette territorialité de la loi SRU puisse s'appliquer malgré les contraintes que j'ai évoquées. Ce sera des amendements sur les bassins de vie. Et là encore, je suis plutôt conforté par les débats qu'on a eus ce matin qui montrent que tout le monde pousse pour qu'on revoie l'échelle d'application de cette loi. C'est également des éléments pour apprécier l'indice de potentiel foncier, c'est-à-dire que les préfets, dans la manière dont ils auront d'appliquer ce texte, puissent avoir des éléments objectifs pour mesurer la bonne foi ou la mauvaise foi des élus
qui auront à appliquer ce texte. Voilà, merci.